Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne tous et qui, soyons honnêtes, met pas mal de pression sur les épaules de ceux qui côtoient des tout-petits, la fameuse étape de la socialisation. On a tous en tête cette image d'Épinal de bébés qui jouent sagement ensemble, qui partagent tout avec un grand sourire, mais la réalité neurologique, elle, est bien différente. Et vous allez voir, comprendre comment ça fonctionne là-haut, dans leur petit cerveau, ça permet de relâcher une pression immense. Alors plongeons directement dans une scène qu'on a tous vécue au moins une fois. Vous êtes au parc et un enfant de 2 ans serre très très fort son camion en plastique contre lui. Il refuse catégoriquement de le prêter. C'est le drame. Souvent, ça crée un gros moment de gêne pour l'adulte qui l'accompagne. C'est super frustrant, n'est-ce pas? On s'attend tellement à ce qu'un tout petit sache jouer en harmonie avec les autres. Mais devinez quoi? Ce refus de partager, ce n'est absolument pas un défaut. C'est en fait une étape de développement absolument fascinante. Pour bien comprendre tout ça, voici ce qu'on va aborder aujourd'hui. D'abord, les grandes étapes du développement social, puis on parlera de la magie du jeu parallèle. Ensuite, on décryptera les morsures et les conflits, avant de voir pourquoi le partage est si compliqué. On fera aussi un point sur les lieux idéaux pour socialiser, et enfin, on apprendra à faire la différence entre une simple timidité et de vrais signaux d'alerte. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, les étapes du développement social. Il faut vraiment se mettre en tête que la socialisation, ce n'est pas un bouton magique sur lequel on appuie à la naissance. C'est plutôt comme un grand jeu de construction. Le cerveau procède étape par étape. Regardez bien. Entre 0 et 6 mois, l'urgence absolue pour le cerveau du bébé, c'est de construire ce lien d'attachement primaire avec ses parents. C'est vraiment la base de tout. Ensuite, entre 6 et 12 mois, viennent la curiosité et l'angoisse de l'inconnu. Et tenez-vous bien, ce n'est qu'après 30 mois, souvent même vers 3 ou 4 ans, que le cerveau est enfin câblé pour le fameux jeu coopératif, vous savez, quand il commence à s'inventer des histoires ensemble. Vouloir griller ces étapes, c'est tout simplement impossible sur le plan neurologique. Ce qui nous amène à une phase particulièrement intéressante, notre deuxième point, la magie du jeu parallèle. C'est le moment de tordre le cou à une idée reçue. Imaginez un instant. 2 enfants d'environ 20 mois sont assis dans un bac à sable. Chacun creuse dans son petit coin, ils s'ignorent complètement, ne se parlent pas, ne se regardent même pas. De l'extérieur, on pourrait se dire « Oups, échec total de la socialisation ». Eh bien, pas du tout. Ce comportement, c'est ce qu'on appelle le jeu parallèle. Entre 18 et 30 mois, c'est une réussite incroyable du développement. L'enfant apprend en fait à tolérer la présence de l'autre. Il observe en silence pour pouvoir plus tard imiter ses gestes. Et ça nous donne une règle d'or absolument cruciale. Il ne sert à rien de forcer l'interaction. Dire à un tout petit « Allez, va jouer avec les autres », ça n'a vraiment aucun sens à ce stade de son développement. La meilleure chose à faire, laissez-le simplement observer. Laissez-le apprendre à son propre rythme. Votre rôle à vous, c'est d'être cette base de sécurité, ce repère rassurant vers lequel il peut toujours revenir s'il se sent un peu perdu. Passons maintenant à un sujet qui donne des sueurs froides à pas mal de monde. Comprendre les morsures et les conflits. Ah, les morsures! Que ce soit à la crèche ou au parc, c'est toujours une source d'angoisse immense et souvent de grosse culpabilité pour l'adulte. Mais rassurez-vous, tout de suite, entre 12 et 30 mois, mordre, c'est extrêmement courant. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant n'a pas encore les mots. Il n'a pas le vocabulaire pour dire « je suis super excité » ou « tu es beaucoup trop près de moi » ou même « aïe, j'ai mal aux dents ». La morsure, c'est un raccourci de communication brute. Ce n'est absolument pas le signe d'un enfant agressif ou méchant. D'ailleurs, vous remarquerez que ce comportement disparaît tout naturellement quand le langage s'installe, vers l'âge de 3 ans. Alors, comment on réagit face à une morsure? Voici un protocole super simple en 4 étapes. 1. On dit un non ferme et sans appel. 2. C'est la priorité absolue, on console immédiatement l'enfant qui a été mordu pour bien montrer que le geste a fait mal. 3. On met des mots sur ce qui s'est passé, on nomme l'émotion de l'enfant qui a mordu pour l'aider à comprendre. Et 4. On lui propose une alternative, comme un anneau de dentition par exemple, où on lui rappelle d'utiliser le mot non. Et attention, une règle d'or absolue, ne mordez jamais un enfant en retour pour le punir. Jamais. Ça ne ferait que lui apprendre que la violence physique est parfaitement acceptable de la part d'un adulte. Allez, on enchaîne avec notre 4e point, et pas des moindres. Pourquoi le partage est-il si difficile?
On arrive sur un autre grand classique qui nous arrache parfois les cheveux, la fameuse phase du «c'est à moi». Même si ça peut être vraiment agaçant au quotidien, il faut savoir que c'est une étape absolument nécessaire. Entre 18 et 36 mois, l'enfant prend tout juste conscience qu'il est une personne à part entière, distincte de ses parents et qu'il possède des choses. C'est littéralement comme ça qu'il construit son identité. Donc exiger d'un enfant de moins de 3 ans qu'il donne sa toute nouvelle propriété à un inconnu, c'est tout simplement neurologiquement prématuré. Du coup, comment on fait en pratique? Eh bien, évitez la fameuse phrase « partage ton jouet ». En général, ça crée juste un blocage immédiat. À la place, essayez d'instaurer l'idée du « chacun son tour ». Dites plutôt quelque chose comme « quand tu auras fini, ce sera son tour ». Mine de rien, cette petite nuance change absolument tout. Ça respecte son sentiment de propriété, ça lui redonne du contrôle et surtout ça fait chuter la pression d'un seul coup par rapport à un partage forcé. On avance vers notre 5e partie, les lieux de socialisation idéaux. Ici, on va tordre le cou à un autre mythe tenace. Non, la crèche n'est pas un passage obligatoire pour qu'un enfant soit bien socialisé. Bien sûr, c'est un super environnement, mais ce n'est ni magique ni indispensable. Un tout petit qui est gardé par une assistante maternelle, par un parent ou par ses grands-parents va se socialiser tout aussi bien s'il a accès à d'autres espaces. Les parcs, les relais petite enfance, les petites salles de garderie ou même les grands repas de famille sont des terrains de jeu parfaits. Le vrai secret d'une bonne socialisation, ce n'est pas l'institution en elle-même, c'est simplement la régularité et la qualité des contacts avec les autres enfants. Et nous voilà déjà à notre 6e et dernière partie, comment différencier la timidité des vrais signaux d'alerte. C'est une question cruciale. Comment savoir si un enfant est juste un peu timide ou s'il y a un réel problème de développement? Gardez bien ce chiffre en tête, 15 à 20%. C'est la proportion d'enfants qui naissent avec un tempérament naturellement prudent. Donc, un petit qui observe longuement les autres avant de se lancer ou qui court se cacher derrière vos jambes quand il y a du monde, c'est 100% normal. Il exprime simplement sa personnalité. C'est une variante classique du comportement humain, il n'y a absolument rien à corriger. Par contre, il y a des signaux très clairs qui doivent vous amener à consulter. Si après 3 ans, l'enfant refuse absolument tout contact, s'il ne montre strictement aucun intérêt pour les autres enfants, même pas pour du jeu parallèle, ou encore s'il n'y a eu aucune phase du non autour de ces 2 ans, ou qu'il présente un retard de langage sévère, là, ce sont de vrais drapeaux rouges. Le but ici n'est pas de vous angoisser, bien au contraire, c'est de vous donner les clés pour observer objectivement. Et si vous avez le moindre doute face à ces signes, le meilleur réflexe, c'est d'en parler rapidement à votre pédiatre. Pour clôturer cette exploration, j'aimerais qu'on garde tous en tête cette idée magnifique. Notre rôle, c'est d'accompagner un cerveau en pleine construction, pas de recadrer un enfant qui serait soi-disant méchant. Quand on comprend enfin que le jeu parallèle, les cris pour un jouet ou même les petites morsures font partie d'un cheminement neurologique totalement normal, on aborde la petite enfance avec tellement plus de patience et d'empathie. Alors la prochaine fois que vous verrez un bout de chou s'accrocher désespérément à son seau dans le bac à sable, au lieu de vous dire qu'il faut absolument corriger ce comportement, serez-vous capable d'y voir la naissance extraordinaire